parler de microbiologie parce que je suis microbiologiste, par hasard d'ailleurs, et parce que je suis chimiste au départ. Et donc, je voudrais parler surtout de la renaissance de la microbiologie. Parce que finalement, c'est le sujet qui me tient à cœur. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Qu'est-ce que c'est la microbiologie? Parce que finalement, je me suis dit, comment on la définit? Mais c'est tout bête, hein, c'est l'étude des organismes qui sont trop petits pour être vus à l'œil nu et qui ont besoin d'être vus à l'aide d'un microscope. Donc les virus, les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires. Alors, bon, voilà ce que j'aimerais couvrir aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je suis très synthétique comme personne, et donc j'aimerais faire un petit historique sur la microbiologie. Ensuite, j'aimerais vous parler de technologies qui font qu'il y ait une nouvelle microbiologie. Donc, vous parlez de révolution en séquençage d'ADN, d'ARN, spectrométrie de masse, en visualisation, imaging, vidéomicroscopie et d'autres super résolutions, microscopie, l'analyse des cellules uniques, microfluidiques. Ensuite, j'aimerais marquer le fait que la bioinformatique, la robotisation sont très importants. Et ensuite, je voudrais vous parler de quelques domaines, nouveaux domaines, nouveaux concepts en microbiologie. Par exemple, le rôle de l'ARN, la communication entre les microbes avec un langage chimique, vous parler de tout ce qui est assemblée de microbes, biofilms, microbiote, et puis parler d'interaction pathogènes. Là, j'ai mis ces trois intitulés-là, mais je ne pourrais pas les couvrir. La biologie synthétique, la biologie de l'environnement, la microbiologie marine. Donc, M. Foulon me donne 2 heures, et ça, c'est pas prévu au programme. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est clair, vous ne le voyez pas, mais c'est M. Louis Pasteur, qui était donc un de nos maîtres en microbiologie. Il ne faut pas oublier qu'il était en grande compétition avec M. Robert Koch en Allemagne. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que en Europe qu'on faisait des belles choses. Par exemple, M. Kitasato qui a découvert le virus de la bactérie qui est responsable de la peste, Yersinia pestis. Donc ça, c'est pour un peu vous replacer la microbiologie dans le temps et vous dire que cette microbiologie, la découverte des microbes et tout ça est quand même à l'honneur, par exemple, à Stockholm, où il ne faut pas oublier qu'en 2005, il y a eu un prix Nobel pour la découverte d'Helicobacter, qui est la bactérie qui est responsable des ulcères gastriques, cancers gastriques, qu'il y a un peu moins longtemps, en 2008, il y a eu le prix Nobel pour Surhausen, Françoise Barré-Sinoussi et Montagnier pour la découverte du papillomavirus et du HIV, donc pour la découverte de 2 virus responsables de maladies importantes, le sida et le cancer du col de l'utérus. Mais, et je voudrais insister, les microbes, ce n'est pas forcément des microbes qui donnent des maladies. On est bien d'accord là-dessus. Donc si vous prenez l'arbre de la vie, on va dire, il ne faut pas oublier qu'il y a par exemple des bactéries dans l'environnement. Par exemple, Streptomyces, c'est une bactérie d'environnement. On a l'habitude aussi de dire qu'il y a d'autres bactéries qui sont par exemple des bactéries symbiotiques. Les rhizobiums qui vont sur les racines des plantes et qui vivent en symbiose avec ces racines. On parle de bactéries commensales, par exemple dans le cas de l'Aptococcus, c'est-à-dire des bactéries qui vivent en coexistence pacifique avec d'autres bactéries ou avec d'autres organismes. Et puis enfin, il y a les bactéries pathogènes. Bon, les définitions de toutes ces bactéries ne sont pas très strictes, mais c'est pour vous dire qu'on a un éventail très large de bactéries qui font des tas de choses, et on va y revenir. Donc maintenant, je voudrais vous parler un tout petit peu de technologie. Parce que finalement, comme je le disais, c'est quand même ça qui amène à cette nouvelle microbiologie. Une des révolutions, c'est quand même la séquence de l'ADN. Et il y a eu donc 2 nouvelles techniques de séquence d'ADN qui étaient mises au point par Sanger et Maxam et Gilbert. Ils ont eu le prix de chimie, le prix Nobel de chimie en 1980. Et il faut avoir en tête que c'est en 1977 que le premier virus avait été séquencé. Donc X174, qui est un virus de bactéries. Alors, ensuite, le premier génome bactérien qui a été séquencé, c'était en 1995.
Donc ça fait déjà quand même un certain nombre d'années, et c'est donc la bactérie Haemophilus influenza. Et puis on arrive vite à des tas de bactéries qui ont été séquencées. On a nous-mêmes séquencé le génome de Listeria monocytogenes, et on arrive à la séquence du génome humain en 2001. Donc ça c'était déjà il y a longtemps quand même, hein, puisqu'on est en 2012. Ça, c'était donc avec les techniques que j'ai juste nommées, les techniques, essentiellement les techniques de Sanger. Alors la technique de Sanger, qui est la technique que vous connaissez, qui marche avec des dioxys et qui utilisait des grands gels de séquences et qui utilisait des composés radioactifs, comme vous le voyez ici, a très vite été remplacée par une technique qui utilise des capillaires et qui utilise des composés fluorescents. Donc ça a vraiment amélioré les techniques. Et puis, en 2005 et puis en 2008, il y a eu des techniques encore plus poussées qui sont apparues. Donc il y en a une qu'on appelle le 454, et il y en a une autre qu'on appelle la technique Illumina, qui sont basées sur des principes complètement différents, mais qui ont vraiment boosté la vitesse à laquelle on pouvait séquencer. Donc on pourra y revenir si vous voulez au moment des questions, mais enfin on a vraiment essentiellement deux techniques, la technique Illumina ou la technique de 454. Donc on appelle ça Next Generation Sequencing, c'est un peu ridicule comme nom, mais maintenant on dit toujours NGS, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ce qu'il faut voir, c'est que non seulement la rapidité a augmenté, le temps pour séquencer un génome a diminué et le prix a complètement diminué. Alors je voudrais simplement vous dire que par exemple pour séquencer le génome humain, il a fallu 5 années, ça a coûté à peu près 300 millions de dollars, il avait fallu des centaines de séquenceurs à capillaire comme la séquence que je viens de vous raconter, et on sait que maintenant le génome humain pourrait être séquencé en 8 semaines avec simplement 6 instruments qui pourraient faire tout le travail. Et le prix serait vraiment beaucoup moins cher, puisqu'avec 250 000 dollars, on pourrait séquencer un génome humain. On a eu récemment une conférence sur le choléra à la City Pasteur, et John Mekalanos nous a expliqué qu'au cours de l'épidémie de choléra de 2011, ils avaient isolé la souche. Cette souche a été reçue le 8 novembre et les résultats étaient disponibles le 10. Donc le séquençage d'un génome de bactéries se fait en 2 jours avec des résultats complètement faits et coûte environ 1 000 € et même moins. Dans les endroits où ça marche très bien, je voudrais quand même ajouter dans les endroits où la bioinformatique marche très bien quand même. Donc voilà pour l'ADN. Il faut dire qu'il n'y a pas que l'ADN qui est analysé maintenant, et on analyse aussi l'ARN. Donc toute cette science de l'ARN, c'est la transcriptomique. Et il y a vraiment deux techniques qui sont utilisées, les tiling arrays et RNA-seq. Alors tiling arrays, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a des puces sur lesquelles on a mis des oligonucléotides qui correspondent à toute la séquence du génome, et sur lesquelles on va venir hybrider des ARN qu'on aura isolés dans différentes conditions. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est faire du séquençage de l'ARN après avoir copié l'ARN en ADN, et en utilisant les séquences de l'ADN. Donc ces deux techniques sont vraiment complémentaires. Et par exemple, on peut utiliser, ça on l'a fait, c'est une diapo que j'ai sortie d'une de mes conférences, on avait utilisé donc des puces spécifiques de Listeria, sur lesquelles on a mis des copies de l'ARN de Listeria, mais cet ARN avait été préparé à partir de bactéries qui avaient été poussées dans différentes conditions, dans différents milieux de culture, ou quand on avait mis des bactéries dans des animaux ou dans du sang. Donc vous voyez qu'on peut avoir des tas de résultats qui viennent de ce type de technologie. Donc en fait, je voudrais illustrer ici, je vais revenir en arrière peut-être avant de vous montrer ce film, c'est que quand vous voulez regarder l'expression d'un génome bactérien, donc analyser tous les transcrits qui ont été faits par cette bactérie, vous avez à votre disposition soit les tiling arrays, soit le RNA-seq, ce qu'on appelle. Et en fait, dans mon laboratoire, on a fait les deux. Donc on a utilisé les tiling arrays et on a utilisé du RNA-seq. Et on a combiné tous ces résultats maintenant dans un browser, on va dire un outil qui est disponible pour tout le monde, où on a pu prendre tout le génome
et montrait où sont les démarrages de transcription, où sont tous les gènes, où sont les transcrits qui sont plus ou moins exprimés, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on est arrivé à un stade où, bon, ce qu'on a fait pour notre génome, on va dire, et ça va arriver de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir, ne vous inquiétez pas, on ne va pas jusqu'au bout du génome, il s'arrête à un moment donné. Donc finalement, j'aurais peut-être dû vous dire juste avant que, par exemple, là, ici, on a le démarrage de transcription. Mais imaginez que vous ayez quelqu'un qui soit intéressé à un gène donné, il va se dire, tiens, j'ai regardé ce qui se passe dans leur browser pour la bactérie en question, Listeria, ils peuvent comparer. Donc, à l'heure actuelle, on a des tas de sites qui commencent à donner toutes les données correspondant à tous les transcrits de toutes les bactéries. Donc, je vous disais donc qu'on avait une révolution dans les séquences d'ADN, ça ne se voit plus parce que j'en ai déjà parlé, dans les séquences d'ARN. Il y a la mass spec, la spectrométrie de masse, qui est en train de faire son arrivée, mais de façon absolument explosive dans la biologie, dans la microbiologie. C'est essentiellement utilisé pour la protéomique et un petit peu pour la lipidomique, j'ai envie de dire. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est d'analyser soit la composition en peptides, soit d'analyser la composition en peptides par rapport à une autre condition expérimentale, soit éventuellement analyser certaines protéines, certaines modifications post-traductionnelles. Bon, comme c'est une conférence relativement courte, je ne vais pas revenir sur les principes, et en gros, à partir soit d'une culture cellulaire, soit de bactéries, on extrait des protéines, éventuellement on purifie celles qui nous intéressent un peu plus sur certains critères, ou alors on dénature ces protéines, on les réduit, on les alkyle, on les digère, et puis on fractionne ces peptides, et ensuite on passe dans le spectromètre de masse, et puis on va avoir les résultats qui vont être analysés. Et j'insiste encore une fois, tout comme pour les techniques de séquençage et de transcriptome, encore une fois, l'informatique va être à la clé de l'analyse perfectionnée de spectres de masse. Donc, on peut faire de la quantification, et donc, là je vous ai mis en photo le nouveau bâtiment qui a été inauguré à l'Institut Pasteur, où il y a justement toute une plateforme de protéomique. En fait, on utilise beaucoup, en tout cas par exemple dans mon laboratoire, on utilise beaucoup la technique de SILAC qui nous permet de comparer le contenu en protéines dans une condition sauvage, wild type, par rapport à une condition mutée. Et en gros, ce qu'on fait, c'est que on fait pousser par exemple des bactéries avec un acide aminé marqué, un autre acide aminé dans l'autre condition, on mélange tout et ensuite on soumet ça à la spectrométrie de masse et on est capable de détecter des différences de contenu en protéines par rapport aux deux conditions qu'on avait tout au début. Bon, alors ça s'appelle un marquage métabolique, mais on peut aussi avoir un marquage chimique qui fait qu'une fois qu'on a les protéines ou les peptides, on les remarque a posteriori. Donc c'est, à mon avis, une des techniques qui va être de plus en plus utilisée. Et là, je vous mets sur cette diapositive un exemple où la spectrométrie de masse est en train de vraiment permettre d'avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas du tout accès. Alors par exemple, si vous avez une protéine qui est ubiquitinylée, c'est-à-dire qu'elle a été modifiée par un peptide qu'on appelle ubiquitine, vous voyez que sur cette lysine, on a donc une substitution. Eh bien, on va pouvoir essayer, dans un mélange de protéines, de détecter quelles sont les protéines qui sont ubiquitinylées. Après avoir fait une coupure, par exemple à la trypsine, on coupe après l'arginine, et on va être capable, avec un anticorps qui reconnaît ce glycine-arginine qui est là, de pêcher toutes les protéines qui sont ubiquitinylées, de les mettre à la spec de masse et de détecter dans un ensemble de protéines toutes les protéines qui sont ubiquitinylées. Donc là, c'est l'exemple de l'ubiquitine, mais on pourrait avoir ça pour toutes les modifications post-traductionnelles dont on sait maintenant qu'elles jouent un rôle extrêmement important dans toutes les régulations, dans toute la signalisation qui a lieu dans les cellules. Donc vraiment, la spectrométrie de masse est vraiment une technique qui a envahi les laboratoires, et en fait, vous ne l'avez pas remarqué, mais sur la diapositive précédente que je vous remontre, ça, pas celle-ci, encore avant,
Ça, c'est un instrument qui est encore à l'état prototype, ou en tout cas pas très courant, mais qui est une version que vous pouvez pratiquement mettre sur votre paillasse. Donc, moi, je rêve de voir ça sur les paillasses des gens qui travaillent avec moi, qui pourraient faire leur analyse carrément de façon totalement indépendante de plateformes beaucoup plus lourdes. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était de la mass spec. Alors, en microbiologie, il y a l'arrivée aussi de l'imagerie, de la vidéomicroscopie, de la microscopie super résolution. Alors évidemment, du temps de Pasteur, ils avaient son petit microscope, tout ça, ça a beaucoup avancé pour essayer de voir de plus en plus des structures. Alors par exemple, la microscopie électronique à balayage vous permet de voir autour de cette pauvre bactérie tous les bactériophages qui sont en train de l'attaquer. Bon, ça, c'est des images qu'on avait déjà il y a un certain nombre d'années. Là, c'est déjà un peu plus sophistiqué, c'est-à-dire que vous voyez aussi une bactérie qui est en train de rentrer dans une cellule, ici. Là, c'est aussi en microscopie à balayage. Et ici, vous voyez la bactérie en microscopie par transmission. Donc ça, c'est au niveau de la microscopie électronique. Ce n'est pas des techniques révolutionnaires. Ce qui est révolutionnaire, c'est la GFP. C'est-à-dire l'utilisation d'une protéine fluorescente qui est isolée d'une méduse et qui a valu à ces trois individus le prix Nobel en 2008. Et cette protéine GFP est utilisée pour marquer un certain nombre de protéines. C'est-à-dire on l'a mis en fusion, on est capable de détecter des protéines qui sont couplées à cette GFP. Et cette GFP a été bricolée, elle a été changée par un certain nombre de gens, et on peut avoir des protéines qui sont plus stables, ou des protéines qui sont moins stables, ou des protéines qui ont une séquence qui est différente, mais qui peut être exprimée dans un certain nombre de bactéries. Par exemple, si vous avez une bactérie qui a un génome qui est riche en GC, ben, il faut que votre GFP elle soit riche en GC au niveau de ses codons, etc. Bon, il y a eu toutes les variations sur le même thème, et puis il y a d'autres protéines fluorescentes qui ont été cherchées chez d'autres organismes. C'est un domaine qui a complètement explosé et qui permet de regarder des tas de choses. Alors ça, c'est un film qui est, à mon avis, assez extraordinaire. Vous voyez le réplicon, si on peut dire, qui a été marqué en rouge, et les protéines du septum en vert. Et donc, ça vous permet, et donc marqué avec ce type de protéines fluorescentes. Et donc, vous voyez les bactéries qui se sont multipliées. Si vous voulez, je vous le repasse, parce que je le trouve assez fascinant. C'est John McKinney à Lausanne qui m'a passé ce film, où on voit vraiment toutes les bactéries. C'est beaucoup plus joli sur mon écran que sur ça, où c'est un peu foncé. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas quand même il y a un certain nombre d'années. Vous voyez les bactéries qui se divisent, elles se divisent, au milieu donc le réplicon qui est rouge, et puis les deux marqueurs du septum qui sont verts, et vous voyez toutes ces bactéries qui se divisent. Donc grande avancée en imagerie en utilisant toutes ces protéines fluorescentes. Alors les installations évidemment sont assez sophistiquées. Ici, ce qu'il y a de frappant, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait toute cette cage qui permet, par exemple, de regarder des bactéries qui sont à une certaine température, avec un certain type d'atmosphère, etc., etc. Bon, évidemment, tout ça, c'est informatisé et permet de stocker toutes ces images. Et encore une fois, l'informatique est absolument critique dans toute cette analyse. Alors ça, c'est l'exemple que je voulais vous montrer pour l'utilisation de microfluidiques, c'est-à-dire de petites cages, si on peut dire, dans lesquelles on peut enfermer soit des bactéries, soit des cellules infectées avec des bactéries. Et en fait, là, ce que je viens de vous montrer et que je vais vous repasser, c'est un macrophage qui est infecté avec la bactérie de la tuberculose, c'est-à-dire Mycobacterium tuberculosis, et qui se multiplie pendant un certain nombre d'heures. Parce que si vous voyez mieux, vous verriez que là, c'est la même bactérie qui a été regardée pendant environ 35 heures. Et comme elle est emprisonnée dans ce microfluidique, elle ne peut pas sortir et on peut la regarder. Donc ça aussi, c'est une grande avancée. Parce que quand vous aviez un bouillon de culture et vous vouliez regarder une bactérie, impossible. Tandis que si vous la mettez dans une petite cage, eh bien vous pouvez la regarder pendant des heures entières. Et donc ça aussi, microfluidique, c'est aussi un mot-clé en microbiologie.
Alors, super résolution, moi j'ai pas trop le temps de rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais je voudrais simplement vous montrer que quand on fait par exemple de la microscopie par fluorescence conventionnelle, bon, bah, par exemple, vous allez regarder cette bactérie et vous voyez que là, on a des marques rouges. Eh bien, on a maintenant des techniques qui nous permettent d'accéder très spécifiquement là où la fluorescence a été émise. Et on a des techniques de Storm, de PALM qui nous permettent vraiment de précisément regarder où il y a le marquage. Donc c'est fini l'idée que les bactéries sont comme des sacs et qu'il n'y a pas des choses très localisées. Maintenant, on a des outils pour regarder précisément où vont toutes les molécules. Bon, dernier petit commentaire sur les nouvelles technologies. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'insiste, la bioinformatique et la robotisation. La bioinformatique est partout dans nos laboratoires maintenant. Elle est au niveau du séquençage, elle est au niveau de l'analyse de tous les transcrits, elle est au niveau de l'imagerie, elle est au niveau de la mass spec, elle est partout. Les bioinformaticiens ont, à mon avis, des cartes à jouer chez nous. Là, je vous remets à nouveau RNA-seq, Next Generation Sequencing. Comme vous voyez là arriver, on a des tas de données qui arrivent dans des tas de conditions. Il faut analyser toutes ces séquences, stocker tout ça, extraire les résultats intéressants. Il n'y a qu'en ayant des bons bioinformaticiens qu'on y arrive. Bon, aussi, il y a beaucoup d'automatisation maintenant. Et donc là, vous avez juste un petit film qui vous montre un tout petit peu le type d'automatisation. Bon, il se trouve qu'on a infecté des cellules avec des cellules qui ont été traitées avec un certain nombre d'inhibiteurs, mais tout ça s'est fait de façon automatique parce qu'on a utilisé des milliers d'inhibiteurs et donc on utilise des robots. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais évidemment, toutes les pipetées, il y a des pipetées de 384 pipetées en même temps. Tout ça, ça passe dans des machines. Donc, ça aussi, la robotisation est arrivée dans nos laboratoires. Ça existe pour beaucoup de choses, vous allez me dire, mais je crois qu'en microbiologie, ça n'existait pas avant, parce qu'on est capable de faire pousser des bactéries dans des plaques, dans des petits trous, et après le robot va aller mettre ça sous le microscope, et le microscope va enregistrer les données, et informatiser, etc. Donc, j'espère que vous réalisez que je suis en train de vous parler d'une nouvelle microbiologie qui n'existait pas du temps de Pasteur. Voilà. Donc, j'en ai fini avec les technologies et je voudrais vous parler de cette révolution en microbiologie, des nouveaux domaines, des nouveaux concepts. Alors, la régulation bactérienne. La régulation bactérienne, quand même, je suis obligée de citer mes maîtres à l'Institut Pasteur, François Jacob, Jacques Monod et André Leboeuf, qui ont quand même eu un rôle absolument critique dans toute l'avancée de la biologie moléculaire en proposant ce modèle qui est simple mais révolutionnaire pour expliquer l'expression coordonnée des gènes. Alors donc qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils avaient montré qu'on peut avoir par exemple deux gènes A et B qui pourraient être co-régulés, c'est-à-dire régulés en même temps, par une molécule qui soit serait activateur ou répresseur selon la présence d'un métabolite. Ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que si vous prenez leur papier de 1961, c'est que ce répresseur est un ARN. Alors que depuis leurs travaux, vu que le répresseur LAC est une protéine, tout le monde est parti sur des répresseurs et des activateurs qui sont des protéines. Et si vous prenez leur papier original, c'est vraiment très intéressant de voir que leur répresseur était un ARN. Alors en fait, ils n'avaient pas un modèle, ils avaient deux modèles. Ils avaient un modèle qu'ils appelaient le modèle, ils avaient un modèle qui était, je ne sais plus comment ils l'appelaient, et l'autre modèle qui était cytoplasmique, c'est-à-dire que le répresseur, l'ARN, n'allait pas sur l'ADN, mais il allait sur un produit de ce gène qui était l'ARN messager qui n'était même pas encore connu. Donc, encore une fois, c'était un répresseur qui était l'ARN. Eh bien, il n'avait pas tort, puisqu'on s'aperçoit maintenant que les ARN peuvent jouer un rôle régulateur de façon absolument incroyable. Et ça, ce n'est pas uniquement vrai chez les eucaryotes, chez les mammifères, c'est vrai aussi chez les bactéries. Donc, je vais faire un mini survol, mais simplement vous dire qu'il ne faut pas croire que la régulation par les ARN, c'est que chez les eucaryotes.
On a chez les prokaryotes des régulations, par exemple, qui se passent dans la partie non traduite des ARN messagers. On a des thermosenseurs, des riboswitches, des excludons, je vais vous parler de ça. Et on a aussi des petits ARN régulateurs qui sont codés en cis ou en trans. Alors, par exemple, ça c'est quelque chose qui avait été découvert en 2002, où vous voyez que on a un ARN messager qui peut prendre une forme avec une tige et une boucle, et selon la température, cette tige et boucle peut s'ouvrir ou pas. Donc à basse température, vous allez avoir un ARN messager qui va empêcher l'accès des ribosomes au site de fixation des ribosomes et empêcher la traduction de ce messager. Quand la température s'élève, vous allez avoir une sorte de bulle qui s'ouvre. Les ribosomes peuvent avoir accès à leur site de fixation normal, et puis il va y avoir traduction de ce messager, et donc cette protéine régulatrice est faite, et dans le cas précis que je suis en train de vous montrer, cette protéine régulatrice va pouvoir aller activer un certain nombre de gènes de virulence. Ça, c'est l'exemple d'une régulation par un ARN. C'est une régulation qu'on trouve dans la bactérie Listeria. Et cette bactérie, quand elle est dans l'environnement, elle n'exprime pas les gènes de virulence, à 20 degrés par exemple. Quand elle est à 37 degrés dans un organisme qui est infecté, vous allez avoir cette tige égout qui s'ouvre et vous allez avoir l'expression de cette protéine et l'expression de tous les gènes de virulence. Donc ça, c'est un premier exemple. Les petits ARN non codants. Bon, alors, il y a, mettons, une quinzaine d'années, vous séquenciez un génome, vous regardiez où il y avait des phases de lecture ouvertes, et les gens publiaient la séquence de l'ADN de cette bactérie en disant, voilà, j'ai par exemple 1000 gènes qui codent pour des protéines. Et bien maintenant, on séquence un génome et on s'intéresse à savoir s'il n'y a pas, en plus des gènes qui codent pour des protéines, des gènes qui codent pour des petits ARN non codants. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ces petits ARN non codants, ils jouent des rôles à beaucoup de niveaux. Alors, ils peuvent jouer au niveau de la traduction. Par exemple, vous avez ce petit ARN non codant qui est bleu. Il peut aller se mettre sur un ARN messager qui est silencieux parce qu'on a une tige et boucle qui est là. Et il va être capable de l'ouvrir et de permettre la traduction. Mais vous pouvez avoir aussi un ARN non codant qui joue le rôle contraire. Par exemple ici, vous avez un ARN non codant qui est bleu, qui va se mettre sur un ARN messager et empêcher la traduction. Vous voyez des rôles opposés d'ARN non codant. Si ce n'est pas clair, vous me posez la question, hein, j'explique, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis vous avez aussi des ARN non codants qui peuvent éventuellement, là vous avez un ARN non codant qui est jaune, qui peuvent éventuellement se fixer sur des protéines et empêcher leur interaction avec des sites. Par exemple, cette protéine rouge aime bien aller sur un ARN messager. Si vous avez un ARN non codant qui a de l'affinité pour cette protéine-là, elle va en quelque sorte la pomper ailleurs et l'empêcher d'aller sur ce site-là. Et du coup, l'ARN messager va pouvoir être traduit par les ribosomes qui sont là. Donc les ARN, les petits ARN non codants pour des protéines, ont un rôle régulateur absolument incroyable chez les bactéries. Alors, je voudrais vous parler d'un nouveau concept qu'on a découvert à l'Institut Pasteur et qui s'appelle l'excludon. André, je ne crois pas que tu aies entendu parler de l'excludon. Et en fait, l'excludon, c'est, si vous voulez, c'est une structure qu'on trouve maintenant dans les génomes, et on l'a trouvée à beaucoup d'endroits, où vous avez un gène qui va dans une direction, mon pointeur ne marche pas très bien, et vous avez par exemple des gènes qui vont dans l'autre direction. Et on s'est aperçu, parce qu'on l'a trouvé à plusieurs endroits, qu'on pouvait avoir des longs ARN qui couvraient non seulement ce côté-ci, mais qui couvraient ce côté-là. Et en fait, cet ARN qui est non codant, il est antisens à celui-là, et il est capable d'inhiber l'expression de ce gène-là, et il joue un rôle d'ARN messager ici, et il permet d'augmenter l'expression de ces gènes-là. Donc en fait, on a une expression qui est mutuellement exclusive de chaque côté de cette structure qui est là. Et donc on a proposé ce nouveau nom qui est l'excludon, qui correspond à ce locus, où vraiment on a un antisens
qui régule les deux unités de transcription divergentes. Donc ça, c'est un nouveau concept qui est déjà publié partiellement et qui est en cours de publication pour d'autres cas. Donc voilà, c'est le premier message de le nouveau domaine qui explose chez les bactéries, les ARN. Deuxième message, c'est la communication entre les bactéries. Les bactéries se parlent. Elles se parlent avec des langages chimiques. Et elles se parlent, par exemple, avec des molécules comme celle-ci. Alors, non seulement elles produisent ces molécules, mais elles sont capables de les détecter et de réagir à ces molécules. Donc, c'est vraiment tout un réseau de signalisation qui se passe. Donc, une bactérie va cracher quelque chose, sa petite copine va le sentir, et elle va réagir de multiples façons. Alors, je ne vais pas vous montrer la façon dont toutes ces bactéries réagissent, mais il est clair que si par exemple cette petite molécule arrive, il y a un récepteur qui interagit avec un autre composé, et puis il va y avoir un certain nombre de signalisations, y compris des petits ARN d'ailleurs ici, et puis expression de par exemple 100 gènes qui vont s'exprimer. Mais la beauté du système, c'est qu'ils ne vont s'exprimer que s'il y a une concentration qui est suffisamment élevée pour qu'il y ait un signal. Alors par exemple, dans la bactérie Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré, il y a tout un système comme ça de signalisation. Alors, il se trouve que là, ce n'est pas une molécule chimique, si vous voulez, cyclique, c'est un petit peptide qui est produit par le staphylocoque, c'est le truc bleu là. Et le staphylocoque le sent et il va commencer à faire toute une série de signalisations qui vont aboutir à l'expression de cet ARN. Et quand cet ARN est fait, il régule un certain nombre de facteurs de virulence. Staphylocoque doré, c'est une bactérie qui peut ou ne peut pas exprimer ces facteurs de virulence. Donc, vous avez un staphylocoque doré. Il produit ces petites molécules bleues. S'il n'y en a pas assez, le staphylocoque doré, il reste tout seul, il ne fait rien. Et si il commence à y avoir beaucoup de staphylocoques qui sont les uns à côté des autres, dans le milieu, il va y avoir beaucoup de ces molécules bleues qui vont activer le système qui est là et qui vont permettre la synthèse de cet ARN-là qui va aller réguler l'expression de tous les gènes de virulence. Et là, j'arrive à la notion extrêmement importante de quorum sensing. Et donc vous avez un schéma sur cette notion de quorum sensing. Ça veut dire qu'on a des molécules de signalisation dont la concentration est extrêmement importante. Donc, quand la concentration de ces molécules de signalisation augmente, avec par exemple l'augmentation de la densité bactérienne, vous avez, par exemple dans un petit RLM, vous allez avoir de plus en plus de ces molécules-là. D'accord? À ce moment-là, boum, toutes les bactéries vont avoir ce signal et vont exprimer éventuellement des facteurs de virulence ou d'autres composés. Et mettent en route tout un système. En gros, vous n'avez qu'à réfléchir. Si staphylocoque est considéré comme un petit soldat, il est tout seul, il ne fait rien. Il produit un tout petit peu quelque chose dans une salle comme ici. Bon. Il se divise, il y a deux soldats, un peu plus de ce composé-là. Et au bout d'un certain nombre de multiplications de ces bactéries, la concentration de ce composé chimique va augmenter de telle façon que finalement tous les soldats vont décider, ça y est, on sort nos armes de guerre, le staphylocoque sort ses facteurs de virulence et attaque. Donc c'est cette notion de quorum sensing qui apparemment régule soit les facteurs de virulence, soit la capacité de faire autre chose, comme par exemple des biofilms. Et on va revenir sur la capacité de biofilms. Mais ça veut dire, on se parle entre nous, hein, avec des composés chimiques, et on agit ensemble. Et donc en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que maintenant les bactéries peuvent être considérées un peu comme des petits assemblages. C'est pas vraiment comme un mammifère, mais c'est quand même, ils agissent en société, ils agissent en groupe. Alors, je vous ai parlé de communication avec un langage chimique. Là, je vous parle d'un type de communication via des nanotubes, via des choses chimiques. Alors ça, c'est quelque chose qui a été publié par un groupe en Israël, qui a montré des images assez extraordinaires, mais qui est un petit peu contesté, je dois le dire. Hein. Donc, je vous le montre. Hein.
hein. Mais peut-être que dans 2 ans, si je refais cette conférence, je vous dirais que ça n'existe plus ces nanotubes. Il y a des gens qui disent on n'arrive pas à trouver des mutants de bactéries qui ne produisent pas de nanotubes. Donc il n'y a pas de base génétique vraiment. Alors, est-ce que c'est des artefacts? Moi, j'avoue que j'ai pris l'option de vous montrer ça parce que je crois que c'est assez incroyable qu'on voit ces structures. Il y en a des petites, il y en a des grandes, etc. Bon, voilà, ça c'est une notion de nanotube. Bon, j'arrive à l'histoire des biofilms. Donc je l'ai déjà à moitié évoqué, je vous ai dit ces staphylocoques dorés, ils peuvent agir en groupe. Bon. C'est clair que dans la nature, les bactéries, elles ne sont pas vraiment isolées, elles vivent en groupe et elles passent très facilement de l'allure planctonique à l'allure biophile. Donc en gros, vous avez des petites bactéries qui vont se rassembler et puis tout d'un coup, elles vont se mettre ensemble. Et non seulement elles vont se mettre ensemble, elles vont faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, elles vont produire des petites molécules qui vont dire « Ah, bah, et si on produisait une petite coque autour de nous hein ?» Et donc, elles se retrouvent dans des structures qui sont assez compactes et qui font qu'on a une petite communauté qui est là, qui est protégée par exemple des antibiotiques. C'est assez difficile d'avoir accès à ces structures-là, qui est protégée des détergents, et vous vous retrouvez avec des biofilms de bactéries qui collent bien là où ils sont. Hein. Et c'est un véritable problème, ces biofilms. Donc vous avez par exemple ici un biofilm de Escherichia coli sur des cellules, si je me trompe, je pense que c'est des cellules de la vessie. Donc quand vous avez des infections urinaires, vous pouvez avoir des bactéries qui commencent à former des biofilms comme ça. Bon, les biofilms, ils sont partout. Donc, ils sont sur les surfaces du corps, par exemple sur vos dents, mais ils peuvent se retrouver à d'autres endroits. Si vous avez des prothèses, ils peuvent se retrouver sur vos prothèses. Ils peuvent se retrouver dans des tuyaux, ils peuvent se retrouver sur des rochers, ils peuvent se retrouver dans les ruisseaux. Donc, les biofilms bactériens, c'est une notion, disons, qui n'était pas beaucoup étudiée, mais qui fait que maintenant, les outils qu'on a nous permettent de les appréhender beaucoup mieux. Et donc, petit commentaire, alors qu'avant, la microbiologie classique travaillait sur des cultures pures, on isolait les bactéries et on travaillait sur une bactérie, on était sûr qu'elle était pure, on la mettait dans une petite culture et on disait je travaille sur Escherichia coli K12. Bah ok, c'était très bien, mais maintenant on s'aperçoit que les bactéries dans la vraie vie, elles vivent en communauté. Alors vous en avez des petites, vous avez des grosses, vous en avez qui sont longues, il y en a qui sont spiralées, etc. Et de plus en plus, les microbiologistes étudient les assemblages, les assemblées de microbes, notamment nos microbes à nous. Alors, j'arrive au microbiote, ce qu'on appelle les microbiotes. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup moins maintenant, c'est ce qu'on appelle les flores. Avant, on disait les flores commensales, etc. Bon, maintenant, on dit les microbiotes. C'est comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de microbes sur nos surfaces excède d'un facteur 10 le nombre de vos cellules. Donc, vos cellules, elles sont assez grosses, mais si vous ne faites que les compter, vous en avez beaucoup plus de bactéries. En gros, vous devriez vous dire que quand vous vous promenez avec toutes vos bactéries. Là, vous les emmenez en voyage, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la composition des microbiotes varie suivant l'endroit. Donc, dans votre bouche, c'est pas pareil que dans votre intestin, que dans vos oreilles, dans vos narines, etc. Donc, vous voyez, il y a des tas de gens qui commencent à s'intéresser à tous ces microbiotes. Et qui sont capables d'analyser tout ce qu'il y a dedans. Alors, par exemple, vous avez en 2010 le microbiote humain intestinal qui a été publié. Donc, on utilise toutes les techniques de séquençage dont je vous ai parlé, boum, métagénomique, et on est capable de voir la composition de ce microbiote. Donc, vous avez ce premier article, et puis ce deuxième, qui a été réalisé entre autres par le groupe de Dushko-Ehrlich, qui propose que dans l'intestin, la composition varie suivant les individus. Donc vous avez par exemple une prévalence chez certains individus de bactéroïdes. Vous avez d'autres individus qui vont avoir une prévalence de ces prévoïdes, je ne sais plus quoi. Et puis là ici encore une prévalence d'un autre type de bactéries.
Bon, ceci dit, le groupe de Dushko-Ehrlich a dit on a 3 groupes, 3 entérotypes. Cette notion est déjà révolue, c'est-à-dire qu'on dit on n'a pas 3 entérotypes, on a un espèce de gradient d'entérotypes, où vous allez avoir en haut, si vous voulez, d'une certaine forme d'échelle, des gens qui auraient beaucoup plus de ces bactéries, puis on arrive à un type d'entérotype comme ça, et puis on arrive à un autre type d'entérotype. Mais ce qui est intéressant, c'est à quoi ça sert toutes ces bactéries. Et en fait, on s'aperçoit qu'elles ont un rôle absolument incroyable. Alors, donc vous avez les chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on a pris un petit peu l'habitude maintenant de dire que ce microbiote a plusieurs fonctions. Alors, ils ont des fonctions protectives, des fonctions qu'on appelle structurales, j'aime pas trop ce mot-là, et des fonctions métaboliques. Alors, des fonctions protectives, instinctivement, vous allez dire, oui, on comprend ce que ça veut dire. On va avoir toute une flore dans notre intestin qui va faire que, par exemple, il y en a qui vont produire des facteurs antimicrobiens. Par exemple, vous avez des bactéries de votre flore intestinale qui vont produire ce qu'on appelle des bactériocides qui tueraient des bactéries pathogènes qui arriveraient. Bon. Vous pouvez avoir une compétition entre ces bactéries pathogènes et bactéries commensales, donc c'est important d'avoir une flore qui soit bien équilibrée. Bon, fonction structurale, maintenant c'est bien établi que toute cette flore intestinale joue un rôle sur, par exemple, le développement du système immunitaire. Donc tout ça c'est à l'étude à l'heure actuelle. Et puis il y a des fonctions métaboliques, c'est-à-dire qu'en fait toute cette flore soit catabolise les choses qui arrivent avec les aliments, soit produit d'autres choses. Enfin, il y a tout un rôle métabolique que jouent toutes ces bactéries. Alors là, ici, je vous ai mis les genres bactériques qui sont les plus communs. Donc, il y a des bactéries qui sont complètement anaérobiques et il y a des bactéries aérobiques. Vous les connaissez bien, celles-là, Escherichia coli, Enterococcus, Streptococcus, Klebsiella. Ici, ça, c'est des bactéries anaérobiques. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y en a qu'on sait cultiver et puis il y en a qui sont incultivables. On les connaît, mais on ne sait pas les cultiver. Ils sont encore incultivables. Bon, encore, pour insister sur des mots qu'on utilise maintenant, c'est par exemple le mot dysbiosis. C'est-à-dire que vous avez une flore intestinale qui est plus en homéostasie, qui est déséquilibrée. Et ça a des effets terribles sur la santé humaine. Par exemple, si vous avez une flore intestinale qui est pas en bon équilibre, par exemple, ça peut amener à des choses très embêtantes. Par exemple, résistance à l'infection, métabolisme des acides gras qui est complètement altéré. Et puis ça peut amener à vraiment des maladies genre diabète, maladies inflammatoires, inflammatory bowel disease, mais même à l'obésité. Ce domaine de que fait la flore intestinale sur la santé humaine est un domaine qui explose. On ne voit que ça partout. Par exemple, le lien entre le microbiote intestinal et le développement du diabète de type 1, l'association de certains microbiotes avec le diabète de type 2, c'est vraiment des sujets qui sont en pleine explosion d'études, on va dire. Alors il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est qu'en fait on s'est aperçu que, je vais vous parler de l'hypothèse d'hygiène, l'hygiène à hypothésis. L'hygiène à hypothésis, c'est de dire que on a réussi à se débarrasser des maladies infectieuses, enfin en tout cas d'être capable de lutter contre les maladies infectieuses de plus en plus, mais on s'est aperçu que si les maladies infectieuses diminuent, on a l'asthme qui augmente. D'accord ? Donc ça, c'est de dire, bon ok, les gens ne sont pas assez en contact avec des antigènes, etc. Et bien pour le moment, cette hypothèse est un tout petit peu revue en disant peut-être qu'il ne faut pas dire que les gens n'ont pas été en contact avec les antigènes, mais peut-être qu'il faut dire que c'est toujours de l'hygiène, mais on a une hygiène alimentaire qui est différente. On va manger des trucs beaucoup plus propres, des salades complètement propres, etc. Et qui fait que au niveau de l'intestin, on va avoir un microbiote qui a changé et qui va affecter le système immunitaire et qui va finalement changer le développement du système immunitaire.
Donc il y a un rôle du microbiote sur le développement disons, de réactions physiologiques qu'on n'attendait pas. Et enfin, ça je trouve ça extrêmement intéressant, c'est qu'on montre que le microbiote peut moduler le développement du cerveau et même le comportement. Donc j'ai mis le début du résumé de cet article parce que je trouve que c'est vraiment important. Dans cet article, les auteurs rapportent que la colonisation par le microbiote intestinal a un effet sur le développement du cerveau et même sur le comportement adulte qui va en résulter. Donc ça veut dire que presque ce que vous mangez influe sur votre cerveau, ou en tout cas ce que vous donnez même. C'est presque un rôle pour les mères de famille, c'est presque avant la naissance et même tout au début, ce qui arrive dans l'intestin va jouer un rôle sur le développement du cerveau. C'est pas une plaisanterie, hein. Ce que je vous dis, c'est que c'est vraiment étudié par des gens qui... On le disait autrefois, tu es ce que tu manges. Ah ben, voilà. Bon, donc j'en ai fini avec le microbiote, et puis je vais arriver à mon dernier thème, qui est les interactions hôtes pathogènes et la microbiologie cellulaire. Donc ça aussi, c'est un domaine qui a complètement explosé. Avant, on disait on a une bactérie pathogène, elle donne une maladie. Eh bien, il y a tout un domaine qui a explosé, et qui a explosé parce qu'un certain nombre de groupes ont commencé à dire qu'il faut étudier les interactions entre ces bactéries pathogènes et les organismes au niveau cellulaire. Et donc, ils ont combiné la biologie cellulaire et la microbiologie. Donc, vous voyez ici, par exemple, des bactéries qui sont extracellulaires, des streptocoques. Vous avez ici des bactéries entéropathogènes qui produisent des choses extraordinaires sur les cellules de l'intestin. Vous avez ici des bactéries qui sont invasives et qui rentrent dans les cellules. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la microbiologie cellulaire. Bon, c'est un terme qu'on a proposé en 1996 pour vraiment décrire la discipline qui associe la biologie cellulaire et la microbiologie. Bon, un certain nombre de gens dont je fais partie considèrent qu'une infection ne peut vraiment être comprise que si on comprend bien ce qui se passe au niveau de l'interaction entre les pathogènes et les cellules, et si on comprend bien comment les pathogènes exploitent les composants des cellules de mammifères et leurs fonctions. Et en revanche, en utilisant des bactéries, ou en utilisant d'autres pathogènes, il y a des questions fondamentales en biologie cellulaire qui peuvent vraiment être comprises en utilisant ces bactéries ou ces toxines comme un peu des sondes dans la cellule. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas très bien comprises dans les cellules et qu'on peut appréhender grâce à des bactéries pathogènes. Bon, là, je vous donne, parce que c'est mon modèle d'étude, notre modèle d'étude en laboratoire, la bactérie Listeria. Bon, c'est une bactérie qui arrive avec des aliments contaminés, qui arrive au niveau de l'intestin, qui est capable de passer dans le foie, dans la rate, arriver au cerveau et au placenta. Eh bien, on l'a étudié au niveau cellulaire. Quand je dis on, c'est notre groupe et beaucoup d'autres groupes. Et on a pu arriver à des images extrêmement précises de description de la façon dont cette bactérie rentre dans la cellule. On sait ce qu'il y a sur la bactérie, on sait avec quoi ça interagit au niveau de la cellule. Ensuite, cette bactérie est dans une petite vacuole, elle sort, elle se multiplie à l'intérieur de la cellule, et puis elle va se mettre à bouger. Je vais vous montrer un fil pour vous montrer qu'elle bouge vraiment dans les cellules, et puis elle passe d'une cellule à l'autre. Donc c'est ça qu'on appelle la microbiologie cellulaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup plus maintenant. Donc voilà la bactérie qui rentre dans les cellules. Ça, c'est arrêt sur image. Maintenant, je vous montre le film. Donc voilà la bactérie qui rentre. Vous voyez, la bactérie rentre. Elle rentre dans les cellules. Donc on est capable d'analyser en combien de temps elle rentre, qu'est-ce qu'elle fait dans les cellules, etc., etc. Donc ça aussi, ça fait quand même partie d'une nouvelle microbiologie qui est extrêmement, extrêmement productive en information. Alors je vous disais que les bactéries bougeaient dans les cellules. Voilà les Listeria qui bougent dans les cellules. Donc ça, c'est une cellule qui est isolée. Alors du coup, les pauvres Listeria, elles ne sortent pas. Elles ne font pas éclater la cellule, hein, elles bougent.
Et elle bouge avec un mécanisme qui est assez fascinant, qu'on a étudié il y a un certain nombre d'années. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand ce phénomène-là a été décrit par Tierney et Portnoy, ils se sont dit on a peut-être un moyen de découvrir comment des cellules dans notre corps sont capables de bouger. Et effectivement, ce sont les mêmes composés que la cellule que la bactérie exploite qui sont utilisés par une cellule pour bouger. Par exemple, si vous avez une infection, vous allez avoir des neutrophiles qui vont arriver au site d'infection. Ils sont attirés par quelque chose et le mouvement est dû à une polymérisation de l'actine. Exactement comme là, on a une polymérisation de l'actine et les composés qui ont été découverts, disons, au pôle postérieur des bactéries sont exactement les mêmes composés qu'on trouve au front d'une cellule qui est en train de migrer vers un site d'infection, par exemple. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire est représenté ici. Si vous avez par exemple une cellule qui migre dans cette direction-là, les composés qui sont au fond de la cellule sont exactement les mêmes que ceux qui sont au pôle postérieur de la bactérie qui est capable de bouger. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, je le ferai avec très grand plaisir, mais soyez bien convaincus que dans ce cas de figure précis, c'est en utilisant l'hystéria qu'on a été capable de mettre le doigt, par exemple, sur ce complexe arbre de Troie qui est extrêmement important quand vous avez des cellules qui bougent. Les cellules qui bougent, ça peut être des cellules au cours du développement, des cellules qui vont à l'endroit où elles doivent être. Ça peut être des cellules cancéreuses qui vont métastaser, ça peut être des cellules qui viennent réparer une plaie au cours d'une infection, par exemple. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par la réflexion que je viens de faire, c'est-à-dire l'hystéria a une biologie cellulaire, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire de la biologie cellulaire, elle prend tout ce qui pourrait lui servir. Donc ça, c'était au niveau de l'actine, elle est capable de polymériser l'actine. Bon, là, on vient de trouver quelque chose d'autre au laboratoire, qui est que quand la bactérie arrive dans la cellule, elle crache une protéine qui s'appelle LNTA, et cette protéine, elle va dans le noyau des cellules de mammifères, et elle interagit avec quelque chose qui s'appelle BHD1 sur cette diapo. Cette molécule BHD1 était totalement inconnue des gens avant qu'on étudie notre protéine de l'hystéria. Donc en gros, en utilisant des bactéries, on a des outils pour aller découvrir des choses sur les cellules elles-mêmes. Et ça, c'est toute cette cellulaire microbiologie qui est impliquée. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous dire que si j'avais eu plus de temps, je vous aurais parlé de biologie synthétique, c'est-à-dire l'utilisation de bactéries bricolées pour faire des nouvelles bactéries, pour faire des nouvelles synthèses, etc. Qu'il y a toute une microbiologie aussi qui existe et qui est la microbiologie de l'environnement. Il ne faut pas oublier que dans l'environnement, il y a des tas de bactéries qui font le boulot qu'on aimerait bien leur faire, par exemple de décontaminer des choses, de détruire des choses, je sais pas, qui sont capables de permettre à tout l'environnement de se renouveler. Bon, il y a aussi toute une microbiologie marine qui explose. Il y a eu un fameux bateau l'année dernière, c'était l'exposition du bateau Tara, qui a permis de récolter des tas de choses dans les océans et d'essayer de comprendre un peu toute la biodiversité dans les différentes parties du globe. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça, et donc je vais m'arrêter là en espérant